Bonjour Ophélie, bienvenue dans cette interview. Bonjour Magdalena, bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc toi, ton truc, c'est le fric, la thune, l'oseille ou même la moulaga, comme dirait ma fille qui a 10 ans. Et particulièrement pour un public féminin. Et c'est pour ça que tu as créé Fric au féminin. Et pourquoi tu as choisi ce public? Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton activité? Alors, du coup, moi, je suis économiste à la base. Pendant 20 ans, j'ai accompagné des entrepreneurs, des élus, des financiers. J'ai géré des fonds d'investissement. Bref, j'ai fait sur les sujets de développement économique. Et puis, je me suis rendu compte qu'il y avait une problématique très spécifique en France, qui était notre rapport à l'argent, qui est quelque chose qui moi-même a beaucoup handicapé toute une partie de ma vie pour avoir ce que je voulais, en fait. Et notamment chez les femmes, c'est très, très marqué. Les femmes osent moins négocier leur salaire, sont plus gênées pour investir. Et on est plutôt positionné sur les métiers, on va dire, de l'accompagnement, du soin et de donner. Les femmes ont plus de mal à se faire payer à leur juste valeur également dans l'entrepreneuriat. Et du coup, je me suis dit que j'allais aller taper dans ce sujet-là. Pourquoi? Pour aider des femmes à avoir la vie qu'elles ont envie d'avoir, utiliser l'argent pour créer ce qu'on a envie de créer. Quel est ton mode de vie aujourd'hui? Alors moi, je mène une vie simple. J'ai pris le virage, on va dire, à peu près 35 ans aussi, de me libérer de ces injonctions autour du toujours posséder plus. J'ai cru, parce que j'avais eu assez peu dans mon adolescence, que le bonheur serait de posséder beaucoup d'objets. Et puis je me suis rendu compte que les objets nous attachaient et que finalement on s'inscrivait dans une course en avant à toujours plus. Voilà, je me suis libérée aussi de cette question-là. Pourquoi? Pour mener une vie plus zen, pour mener une vie plus simple et aussi pour attacher mon bonheur, alors ce qui est vraiment essentiel. Je me rappelle, il y a quelques années, j'avais lu un essai qui avait été écrit par un gars qui est un essayiste qui réfléchit à qu'est-ce que pourrait être la richesse demain et qui disait que la richesse, il y a 20 ans, c'était posséder, avoir sa maison, avoir une grosse bagnole, ainsi de suite, et que dans les générations à venir, ce serait plutôt d'être plus léger, d'être à l'endroit où on voulait être, de vivre les expériences qu'on avait envie de vivre. Et petit à petit, moi, j'ai pris le virage qui m'amène jusque-là. Est-ce que d'après toi, c'est une étape essentielle pour gérer ses finances? Moi, j'ai envie de dire, ce qui est important, c'est de réfléchir à ce dont on a réellement besoin et ce qui nous fait réellement plaisir. Dire que je ne possède aucun objet, ce serait mentir, puisque aujourd'hui, j'ai une vie, on va dire, confortable et très simple. Je fais en sorte que les objets ne n'obstruent pas mon énergie, mon espace, ainsi de suite. Moi, j'ai déjà déménagé 24 fois dans ma vie. Prochainement, d'ici 2 ans, je vais aller vivre à l'étranger. Et l'idée, c'est que véritablement, ma vie tienne presque dans un sac à dos pour la suite, que je sois plus légère, parce que quelque part, le fait de posséder moins, c'est aussi cette idée d'être plus léger ou plus légère. Et d'ailleurs, souvent, on fait le lien entre le minimalisme et l'argent avec la liberté financière. Est-ce que tu adhères à ce concept? Est-ce que tu peux nous l'expliquer plus en détail? Eh bien, tout à fait. Une des manières les plus rapides d'aller vers sa liberté financière, c'est d'augmenter sa capacité, on va dire, à épargner et à investir. Donc, épargner, c'est mettre de l'argent de côté. Investir, c'est réfugier votre argent dans des choses qui vont vous rapporter plus d'argent que ce que vous avez mis au démarrage. Et ça, comment on le fait? On le fait souvent en revoyant son rapport à la consommation, c'est-à-dire en se disant de quoi j'ai réellement besoin pour me sentir bien, confortable, qu'est-ce qui me fait réellement plaisir, et sortir de justement toutes ces injonctions qu'on peut avoir vis-à-vis de la consommation. Dernièrement, j'avais lu une étude, un rapport, et je l'ai vu moi-même dans ma vie, une période de ma vie. On n'utilise réellement que 20% de nos espaces et 20% des objets qu'on a dans nos maisons. Donc, à un moment, c'est de se dire, je me re-questionne par rapport à ça. Et les 80% qui ne me sont pas réellement utiles, est-ce qu'il ne vaut pas mieux que je les mette sur une stratégie qui me permettra d'avoir la vie que j'ai envie d'avoir après? Parce que l'argent, c'est pas uniquement en gagner et dépenser pas plus que ce qu'on a gagné, c'est commencer à épargner et à investir sur son avenir. Et justement, tu me fais penser à 2 questions. La première, c'est, d'après toi, quelles sont les étapes, et notamment la première étape ou la première habitude à prendre pour aller vers la liberté financière? Et la deuxième question à laquelle tu me fais penser, c'est comment se débarrasser justement de la pression sociale et de notre éducation financière qui peut être biaisée par nos parents et par tous les schémas qu'on a eus pendant notre enfance. La première étape, c'est de commencer par automatiser ses finances et de mettre de côté au moins 10% de ce qu'on gagne tout de suite au début du mois pour
avoir cette petite marge de sécurité, puis pouvoir commencer à investir. La deuxième, c'est réfléchir à la vie qu'on a envie d'avoir. Et ça, c'est le problème que je vois chez pas mal de personnes, c'est qu'ils sont bloqués quelque part dans le spectre du quotidien. Il y a un moment, il faut prendre un petit peu d'auteur pour se dire, bon, si je continue comme ça en pilote automatique, je n'aurai jamais la vie que j'ai envie d'avoir parce qu'il va falloir que j'intègre de la nouveauté là-dedans. Il faut l'accepter, ça, se faire accompagner pour le faire. Ça, c'est souvent des choses que je fais pour aider les gens à prendre du recul. Pourquoi? Parce que s'ils continuent à faire de la même manière, ils vont arriver au même résultat. Donc, il faut accepter aussi de modifier un certain nombre de choses dans nos vies. Et puis, l'autre question que tu me posais, c'était sur comment gérer la pression sociale et les schémas qu'on a intégrés pendant notre enfance. Ça justement, souvent c'est très très difficile de se défaire de justement ces ancrages. Voilà, ça c'est en fait notre vision du temps, de l'argent et du travail, elles ont été construites parce que nos parents, les gens qui sont autour de nous transmettent. Donc si à un moment vous avez décidé de devenir libre financièrement, ça va passer par le fait de commencer à entreprendre et ou investir. À vous de voir si vous voulez faire les deux et dans quel ordre vous commencez à enclencher les choses, mais comme à peu près 80% de la population va s'inscrire dans un schéma où vous êtes salarié, vos parents certainement l'étaient, vous avez visé la sécurité et on vous a expliqué que c'était très 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 dangereux d'investir, eh bien il va vous falloir vous faire accompagner pour réintroduire, on va dire, un nouveau programme et vous dire, dans ce que mes parents m'ont transmis, il y a des choses qui me vont et qui m'aident à construire la vie d'après. Par contre, il y a des choses qu'il va falloir que je lâche et que j'introduise un nouveau modèle mental à l'intérieur de moi, parce que c'est ce programme-là qui va me permettre d'avoir les résultats que j'ai envie d'avoir. Et quelque part, quand on vise la sursécurité, le problème, c'est qu'on va rester au stade de l'épargne, parce qu'on va avoir la peur de manquer, on va avoir des insécurités. Ça, il y a pas mal de parents qui ont transmis ça à leurs enfants. Et on va pas s'autoriser à aller chercher la liberté, qui est l'épanouissement. Or, si vous allez chercher la liberté, vous aurez la sécurité. Par contre, si vous ne cherchez que la sécurité, vous n'aurez pas la liberté. Ouais. Mais je suis d'accord qu'on nous dit souvent que, enfin en tout cas on a intégré le fait que investir c'est dangereux et aussi investir nécessite de l'argent à la base. On a souvent l'impression que pour investir il faut acheter un appartement, il faut louer et que donc à la base il faut déjà avoir beaucoup d'argent. Est-ce que tu es d'accord avec ça et si la réponse est non, qu'est-ce que tu conseilles pour commencer à investir justement ? Alors, je ne conseillerais jamais quelque chose à froid comme ça pour conseiller investir parce qu'en fait, c'est déjà à vous. Déjà, le meilleur investissement, c'est toujours vous. Donc, c'est commencer à vous former à ces questions d'investissement pour voir qu'est-ce qui est OK, qu'est-ce qui correspond à vos valeurs et qu'est-ce qui correspond à votre vie. Et d'ailleurs, toutes les personnes qui vous disent investissez dans la bourse, investissez dans la crypto, investissez dans l'immobilier, vous partez en courant dans l'autre sens. Pourquoi? Parce que les seules personnes qui seront honnêtes seraient des gens qui, comme moi, vous diraient quelle est la vie que tu as envie d'avoir. Parce qu'en fait, qui es-tu? Quelles sont tes valeurs? Comment est-ce que tu vois le monde? Parce que le bon investissement, c'est celui qui répond à ça. Après, une chose qui est vraie, c'est que l'argent a cette capacité à s'évaporer quand on le laisse sur des comptes peu rémunérés, c'est le cas du livret A, ainsi de suite. Par contre, il se transforme sur différents supports d'investissement. Donc, toi, tu évoquais l'immobilier. Ça, en France, on continue à considérer qu'un des seuls vecteurs d'investissement qui est sécurisé, c'est l'immobilier. En ce moment, le marché de l'immobilier, il a tendance à se tasser. Et l'immobilier, c'est essentiellement intéressant quand on peut faire valoir ce qu'on appelle l'effet levier. C'est la capacité qu'a une banque à vous prêter. Donc, c'est pas avec votre argent que vous investissez, c'est essentiellement avec l'argent de la banque que vous commencez à vous constituer un patrimoine. Et là, je vois aussi beaucoup d'idées reçues. Pas mal de personnes pensent que le meilleur investissement, c'est sa résidence principale. C'est plus vraiment le cas. Dans pas mal de cas, souvent, il vaut mieux commencer à transformer la capacité d'emprunt qu'on aurait auprès d'une banque en quelque chose qui va commencer à nous rapporter ce qu'on appelle un cash flow, c'est-à-dire un peu d'argent tous les mois, pour avoir un petit peu plus de capacité et après se former éventuellement à d'autres choses et ainsi de suite. Je vois pas mal de personnes qui considèrent que leur bonheur sera attaché au fait d'avoir un toit sur leur tête. Et voilà, la question c'est est-ce que c'est ça pour vous ou est-ce que c'est plus de liberté? Est-ce que c'est vous créer le job que vous avez envie d'avoir? Est-ce que c'est voyager? On est tous et toutes différents et j'ai envie de dire, de toute façon, nos aspirations sont légitimes, mais les investissements qu'on doit réaliser sont en lien avec ça, avec la vie qu'on a réellement envie d'avoir. Et là, encore, faites très attention. Est-ce que la vie que vous avez envie d'avoir, c'est vraiment la vôtre ou c'est celle que vos parents ont vécue, celle que les gens qui sont autour de vous vous conseilleraient de vivre? Et donc, je dirais que, en fait, pour commencer finalement à marcher vers la liberté financière, il faut faire le point sur sa vie et le point sur ses objectifs, et 2, faire le point sur ses finances et savoir où part son argent tous les mois.
Et j'aimerais bien savoir si, alors est-ce que tu as des livres ou des références pour se former à toutes ces questions? Et deux, est-ce que tu as des outils, par exemple, pour gérer son budget? Alors, des livres, il en existe pléthore. D'ailleurs, si vous allez sur Frico Féminin, j'ai commenté à peu près tous ceux qui existent là-dessus, qui sont utiles, sympas et agréables. Pour un public féminin, il y en a un que je conseillerais là, qui est sorti dernièrement, qui s'appelle Haute une citoyenne, qui est intéressant parce qu'il vous permet de balayer autant vos finances personnelles que les discussions sur l'argent au sein du couple. Des fois, c'est des sujets qui sont pas évidents parce qu'il faut vraiment être tous les deux en phase aussi sur ce sujet-là. Et la manière dont ça s'organise. Alors, les outils, ça c'est la même chose. En fait, on est tous et tout différents. Il y a des personnes qui vont être très à l'aise de faire ça à la main sur un petit cahier. Il y a des personnes qui vont vouloir des outils automatisés. Le plus important, c'est de se poser à un moment. Moi, j'ai envie de dire, le bon vieux tableur Excel, il est plutôt sympa parce que c'est intéressant de commencer à le faire à un moment parce qu'on s'approprie et du coup, on peut le faire évoluer. C'est ça qui nous donne un prévisionnel à terme parce qu'après, il faut se projeter. Mais ce qui est important, c'est à un moment ou à un autre, comme tu le disais, de faire le point pour se dire où sont mes marges de manœuvre. Et s'il y en a pas, le principal, c'est de mettre son énergie dans le fait, justement, d'apprendre, d'aller renégocier, de changer de taf et de parler d'argent aussi. Alors, il y a pas mal de femmes qui n'osent pas le faire. Je le vois dans le cas des négociations salariales. Les hommes négocient et les femmes ont souvent un problème à le faire. Voilà, il faut que ce sujet lié à l'argent, c'est pour ça que j'ai créé Frico Féminin, soit fluide et ça transparaît dans tous les spectres de notre vie. Et souvent, la première étape, c'est justement d'apprendre à en parler. Alors moi, comme j'accompagne des femmes sur ces sujets-là, elles sont heureuses de pouvoir en parler dans un cadre sécurisé avec quelqu'un justement qui leur rira pas au nez, qui ne les jugera pas, parce qu'on se sent beaucoup jugé vis-à-vis de ce sujet en France. C'est encore assez mal vu de parler de l'argent, alors que l'argent est partout autour de nous et qu'on nous a quelque part martelé dans la tête que on devait travailler pour gagner de l'argent et que quelque part c'était le but de notre vie, alors que ça n'est pas le but de notre vie, ça n'est qu'un moyen au service de nos vies. Même sans en avoir peur, on n'a juste pas pris l'habitude d'en parler et on ne sait pas comment aborder le sujet et comment ça va être perçu. Donc, ouais. Et j'aimerais bien te demander quelles sont les erreurs les plus courantes que tu observes? Pas les blocages, les erreurs. Les erreurs. La première erreur que font la plupart des gens, c'est d'arrêter d'investir sur eux. En France, on l'a appris à l'école que l'enseignement était gratuit. Et il y a un moment où on arrête une chose, c'est qu'on arrête d'apprendre et on arrête d'investir sur nous chaque année en se disant, je vais progresser dans tel domaine. Et là, les domaines sont divers et variés. Ça peut être d'être à l'aise pour apprendre à parler en public parce que on a toujours été gêné de le faire quand on était gamin parce qu'on a été bloqué par la lecture à voix haute. Il y a beaucoup de personnes qui vont sur cette problématique-là. Ça peut être d'apprendre une compétence qui va nous permettre de réaliser quelque chose qu'on aimerait avoir envie de réaliser à terme, ou tout simplement d'apprendre un truc qu'on a toujours envie d'apprendre. Moi, quand je travaille avec des personnes qui ont décidé de changer leur vie, il faut qu'elles se mettent en place un budget justement pour le faire. Et ça, on fait comme si c'était pas quelque chose de prioritaire. Or, on est la personne qui va nous emmener où on a envie d'avoir. Donc, il faut commencer par faire ça. Ça, c'est la première erreur que je vois chez pas mal de personnes. Et puis, je vois aussi cette grande erreur qui est de ne pas avoir pris conscience que oui, l'argent, ce sujet, n'est pas un sujet à fuir, mais c'est un sujet à voir positivement. Pourquoi? Tout simplement pour construire l'étape d'après, la vie qu'on a envie d'avoir. Et on part du principe que ça aurait dû être transmis dans nos familles et ou à l'école. Or, à l'école, on ne parle pas de ça. La seule chose qu'on nous dirait éventuellement, c'est de ne pas nous surendetter, donc c'est d'avoir peur encore. Parce que l'endettement peut être sain s'il est destiné à des choses qui nous permettent de faire croître notre patrimoine, et ça peut être bien. Il y a les bonnes dettes et les mauvaises dettes. Donc, on passe notre temps en fait à nous allumer la lumière rouge sur ce sujet-là, alors que finalement, il y a plein de choses à faire, des choses assez simples. Tu disais, on nous dit que c'est des sujets qui sont réservés aux riches, si ce n'est qu'en fait, si vous voulez devenir libre financièrement, la plupart des personnes qui nous sommes lancées sur ce sujet-là, en fait, on l'a fait avec peu de moyens au démarrage. On a commencé, comme tout le monde, à mettre de côté nos 20, 30, 50, 100 euros et à commencer d'abord, dans un premier temps, à les épargner, puis les investir. Aujourd'hui, il est possible de commencer à acheter son premier petit portefeuille d'actions pour 50 balles par mois et ça transforme votre vie au bout d'un certain temps. Il est possible de commencer même, vous n'êtes pas forcément obligé de faire de l'immobilier physique, vous pouvez acheter des parts de sociétés immobilières pour des montants qui sont
dérisoires. Or, on continue à considérer que c'est réservé à une élite, et c'est pas du tout vrai. Mais ça, c'est une construction qu'on nous a envoyée. C'était vrai il y a, on va dire, 20 ans, où cette culture ne s'était pas diffusée, et notamment elle s'est diffusée grâce au web, et où eh bien, les outils financiers qui existent aujourd'hui n'existaient pas. Mais ça n'est plus le cas. Et d'ailleurs, c'est rigolo, puisque finalement, la génération qu'on est le plus éloignée, c'est les personnes qui ont, on va dire, mon âge. Moi, j'ai 45 ans, alors que la génération d'après, là, les 15-25 ans, ont compris que ça, c'était fini, qu'il était possible de faire différemment, et ça les intéresse, parce que justement, ils sont plus branchés liberté et équilibre de vie, et ils ont envie de sortir de cette idée qu'il faudrait travailler dur et finir à genoux, tout simplement pour assurer sa sécurité. C'est vrai que pour en revenir au travail, j'ai lu hier que 88% des métiers de 2030 n'existent pas encore, d'où l'importance de se former. Et on dit souvent que le meilleur moment pour investir, c'était hier. J'aime bien cette phrase, parce que comme ça évite de procrastiner, même pour investir 10 euros. Comme tu disais, avec tout ce qui existe maintenant, là, les portefeuilles, les ETF et tout ça. Donc, et là aussi, il y a beaucoup de mythes. Il y aurait un meilleur moment, il y aurait une meilleure façon. Donc, il n'y a pas un meilleur investissement. En matière d'investissement, la meilleure stratégie, c'est une stratégie relativement diversifiée. Pourquoi? Parce que l'économie connaît des cycles, et du coup, c'est ça qui fera que vous serez sécurisé. Parfois, l'immobilier sera plus haut, parfois, l'immobilier sera plus bas. Des fois, les actions vont monter, vont descendre. Et c'est la même chose sur tous les actifs, entre guillemets, c'est-à-dire tous les supports par lesquels vous pourriez investir. La seule manière de s'en prémunir, c'est de diversifier très simplement. Et ça, vous pouvez le faire avec des petits montants. Aujourd'hui, il y a des choses très simples qui permettent de le faire. Le mieux, c'est d'apprendre à le faire soi-même, et c'est pas de confier aussi son argent à quelqu'un d'autre. Alors, je vois beaucoup de femmes qui seraient tentées de penser que quelqu'un d'autre y arriverait mieux qu'elle, ou qu'il faut être super intelligente et avoir un bac plus 125 en finance internationale. Bah non, la meilleure stratégie en matière de gestion d'argent, c'est toujours d'automatiser, de se détacher. Et là, ça va bien aussi avec le minimalisme, parce que finalement, quelque part, la meilleure manière de gagner de l'argent, c'est pas de vouloir toujours en gagner plus, c'est pas de chercher la stratégie la plus rentable, la plus efficace, la plus productive, mais c'est de poser des petites sommes de manière très très détachée sur des stratégies qui ont toujours fonctionné et fonctionneront toujours. Et puis voilà, laisser le temps multiplier ça. J'ai envie de dire, c'est la stratégie du jardinier, tu sais. C'est des petites graines que tu poses et que tu vas arroser régulièrement, te détachant et en regardant les saisons passées. Et pour revenir à cette nouvelle génération, est-ce que tu as entendu parler du mouvement FIRE? Oui, bien sûr. Alors, le mouvement FIRE, c'est un principe aussi de minimalisme, de frugalisme, et c'est ce qui nous amène le plus rapidement à la liberté financière. L'idée, c'est de gagner de l'argent, d'en mettre une grande partie de côté, l'investir de manière assez efficace. Pourquoi? Pour être libre d'avoir plus de temps. Et c'est des jeunes qui ont compris très très tôt aussi que leur vraie richesse, c'était le temps qu'ils avaient à vivre sur cette terre et ce qu'ils en faisaient. Parce que finalement, notre vraie richesse, c'est également ça. C'est à quoi je consacre le temps que j'ai parmi nous. Et du coup, c'est l'idée de se mettre en place très rapidement un système qui permet d'être plus libre de la manière dont on utilise son temps. Ouais. Après, c'est un concept qui est assez controversé dans le sens où on associe ça à la privation entre 20 et 40 ans, à se priver le plus possible pour pouvoir épargner le plus possible. Donc ça rejoint encore les peurs, la frustration, la privation. Oui, alors moi je suis pas pour la privation et je suis pas pour l'accumulation, parce qu'en fait le bonheur est au milieu. On va dire c'est la voie du milieu. Se priver, c'est jamais quelque chose de bien, parce que oui, en fait c'est quelque part se priver pour parer des insécurités. La même chose, stocker sur des montants qui sont absolument fous, c'est pas non plus quelque chose de très très sain, parce que ça veut dire qu'on a la peur de manquer aussi et qu'on stocke pour compenser cette peur de manquer. Par rapport à notre argent, ce qui est important, c'est de se dire qu'est-ce qui a réellement sens pour moi, qu'est-ce qui me fait vraiment plaisir, quelles sont les expériences que j'ai envie de vivre. Et là, on est tous différents là-dessus. C'est pour ça qu'il n'y a pas des stratégies de budget, il y en a plein. Mais ce qui est important, c'est de voir qu'est-ce qui forge réellement votre bonheur et qu'est-ce qui fait que vous vous sentez bien et de quoi vous vous délestez, qu'est-ce qui bouffe votre énergie, votre temps et votre argent inutilement. Et ça, plutôt de l'investir au profit de une plus grande liberté de temps, d'esprit, de réalisation. Pour finir cette interview, est-ce que tu as un conseil à donner ou un conseil que tu aurais aimé recevoir?
Eh bien, c'est que tout ce qui vous coûte votre paix vous coûte trop cher. J'aime bien, ça c'est ce petit proverbe sur l'argent, c'est que oui, il y a beaucoup de personnes quelque part qui vont avoir un métier qu'ils n'aiment pas pour gagner de l'argent, pour consommer des objets dont ils n'ont pas besoin, pour impressionner des personnes qui n'aimeraient plus avoir dans leur entourage. Donc, appliquez le choc de désencombrement à votre vie, votre mode de consommation, vos relations, et posez-vous la question suivante. Tout ce qui me coûte ma paix me coûte trop cher. Et moi, ben, voilà, régulièrement, je toilette ma vie dans tous ces spectres. Pourquoi? Ben, pour rayonner d'une belle énergie positive et m'autoriser à avancer vers l'étape d'après. Et on nous a pas appris à voir notre vie en mode projet. Or, il est tout à fait possible d'entreprendre la vie qu'on a envie d'avoir. Moi, j'accompagne aussi des personnes dans ce sens-là. Et ben, se sentir épanoui quelque part, c'est s'autoriser à se dire ça. C'est quoi la marche d'après vers laquelle j'ai envie d'avoir? Et dites-vous bien que l'argent, c'est possible de le voir de telle manière qu'en fait, il ne sert qu'à marcher la marche d'après. Moi, je te remercie pour tous ces conseils, pour toutes ces astuces et pour nous aider à dépasser nos blocages de femmes, entre autres. Merci à toi. On peut te retrouver sur fricoféminin.fr. Alors, donc oui, vous me retrouvez sur fricoféminin.com, également sur la chaîne YouTube où j'interviewe des personnes très inspirantes justement pour vous aider à la fois à dépasser vos blocages et puis avancer sur le comment, sachant que par contre la question du comment, souvent ça n'est que 20% de votre réussite. Vos problématiques vont plutôt venir du fait de lever les 80% de blocages qui vous empêchent d'y aller. Merci à toi. Merci à toi et à très bientôt.